Bonsoir tout le monde et bienvenue à la municipalité de Mandeville. Il reste des chaises à l'avant pour les gens à l'arrière qui voudraient être assis lors de la présentation. Si vous êtes ici en si grand nombre, c'est parce que les inondations qui nous ont frappés au début du mois et une répétition de ce qui s'est passé l'an passé vous tient à cœur. Et donc, la présentation, le 45 minutes avant l'Assemblée ce soir, va se dérouler en 4 portions. La première, j'ai demandé à Delphine de l'Église, qui est la directrice de Agir Maskinongé, de venir faire une présentation sur la rivière Mastigouche. Delphine est une biologiste de formation. Elle a travaillé pendant 13 ans dans le traitement des eaux. Est à la tête de Agir, est employée de Agir Maskinongé depuis 2011 et elle est directrice générale de Agir depuis 2019. Pendant qu'elle était employée avant de devenir directrice générale, elle était chargée de projet chez Agir Maskinongé et ça l'incluait l'analyse profonde qui a été faite sur l'espace de liberté de la rivière Mastigouche. Elle est très connaissante sur le dossier et j'ai cru bon de l'inviter pour qu'elle puisse vous parler de la rivière Mastigouche. Maintenant, si vous avez des connaissances ou des gens qui auraient bien aimé vouloir se présenter ce soir mais qui ne peuvent être ici, la présentation sur les inondations et la rivière Mastigouche, ainsi que la séance, vont être disponibles sur le site de la municipalité dans 48 heures. Donc, tous ceux qui ne sont pas ici vont pouvoir le visionner dans le confort de leur résidence. Et puis, après la présentation de Delphine, moi, je vais avoir une courte présentation moi-même sur la topographie et les enjeux. Et ensuite, je vais demander à ma directrice générale, Audrey, de vous mettre à l'affût des démarches qu'on a déjà entamées avec les divers ministères. Donc, sans plus tarder, Delphine, je te passe la parole. Merci beaucoup. Tout le monde m'entend bien, c'est parfait. Donc, je vais commencer par, pas par me présenter, Monsieur Turcot l'a très bien fait, là, mais par vous présenter notre organisme pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Agir Maskinongé, c'est un des 40 organismes de bassin versant du Québec. Le rôle des organismes de bassin versant, c'est sur un territoire là qui en fait draine toutes les eaux vers une ou plusieurs rivières. Pour nous, c'est la rivière Maskinongé. Donc, on a un bassin versant qui part de Saint-Zénon, baie de la Bouteille, et qui descend jusqu'au fleuve. Donc, sur tout ce territoire-là, de faire l'analyse des ressources en eau, le diagnostic des problématiques qui peuvent se poser, et puis de travailler avec les acteurs du territoire pour essayer de dégager des solutions et de mieux protéger l'eau et puis les milieux aquatiques. Donc, c'est ça notre rôle. Comme le disait Monsieur le maire, effectivement, j'ai coordonné le projet sur l'espace de liberté de la rivière Mastigouche. Moi, je suis pas hydrogéomorphologue, donc il y a des spécialistes là qui ont participé à ce projet. L'équipe de Pascal Biron, notamment de l'Université Concordia. Donc, les données que je vais vous présenter là sont en grande partie issues là des résultats de cette étude. Donc, je vais vous parler des inondations de la rivière Mastigouche et puis je vais vous parler de quelques notions de base là qui se dégagent des études qu'on a faites. D'abord ici, je vous projette le bassin versant de la rivière Mastigouche. Donc en vert, là, vous avez le bassin versant. Vous voyez le lac Maskinongé tout en bas. On peut, si tu peux nous pointer lac Hainaut, lac Sainte-Rose, ils sont, voilà, ici et lac Sainte-Rose. C'est juste pour vous mettre en perspective que vous voyez, ça monte bien plus haut que tout ça. Donc ce bassin versant-là, il est très, grand. Le bassin versant de la rivière Mastigouche, il fait
presque 600 km². Donc, c'est un très grand bassin versant. C'est un territoire immense. Et toutes les zones de ce territoire en vert se drainent vers la rivière Mastigouche et le lac Maskinongé. Il y a deux affluents principaux là au lac Maskinongé. Il y a le bassin versant de la rivière Mastigouche, puis il y a la rivière Matambin qui est en bas, qui est un bassin versant un peu plus petit. Donc, c'est un très grand territoire. Le bassin versant de la rivière Maskinongé au complet, il fait un petit peu plus de 1000 km². Donc, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié là, des eaux qui proviennent de la rivière Mastigouche. C'est un très grand territoire, puis je vous ai aussi calculé, mettons, entre le lac Cristal, là, qui est tout en haut du bassin versant, et le lac Maskinongé. Une goutte d'eau, là, elle va parcourir 66 km avant de se rendre jusqu'au lac Maskinongé. Donc ça vous illustre un peu la grandeur du territoire. Maintenant, si on doit évaluer les apports en eau sur ce territoire-là, là, j'ai fait un petit calcul qui est très empirique parce que en réalité, là, en hydrologie, les calculs sont bien plus complexes que ça. Mais imaginons qu'il tombe au printemps 50 mm de pluie en 24 heures, puis qu'il reste 50 cm de neige au sol, c'est-à-dire moins de 2 pieds. Ça fait pas beaucoup de neige restant. Et que ça fond tout d'un coup, comme ça s'est passé ce printemps. On va avoir un volume d'eau qui va arriver de ce bassin versant, qui va être de plus de 20 millions de mètres cubes. Ça fait 20 milliards de litres si on veut l'exprimer en litres. C'est des volumes énormes qui se rendent là à cause de la taille du bassin versant. Si toute l'eau ruisselle, là, c'est-à-dire si on n'avait pas d'infiltration, puis on le sait là qu'il y a un peu d'interception, un peu d'infiltration dans le sol, ça ferait un débit entrant de 237 mètres cubes par seconde. Ce qu'on enregistre là au maximum à la sortie, c'est 90 mètres cubes par seconde. On l'a atteint l'an dernier au plus fort de la crue, puis quand le chemin du lac Sainte-Rose avait lâché. Si on fait le même calcul au camping Mastigouche, là on a un bassin versant de 573 km². Et puis les débits de crue, là ils avaient été calculés par l'équipe de Pascal Biron. Donc, une crue 100 ans, ce serait 189,6 mètres cubes par seconde. Même une crue 500 ans, c'est-à-dire une crue extrêmement peu fréquente, ce serait à peu près 200 mètres cubes par seconde. Et en entrant, là, l'eau qui rentrerait dans les mêmes circonstances, ce serait plus de 600 mètres cubes par seconde. Donc, vous voyez qu'on a des volumes très importants d'eau qui rentrent. Et c'est ça qui explique qu'on a cette dynamique particulière de la rivière Mastigouche. C'est la taille de son bassin versant et les quantités d'eau qui se rendent dans cette rivière-là. Pourquoi on s'y est intéressé en 2018 ? Parce qu'on se rendait bien compte que cette rivière, elle était très particulière. Elle débordait beaucoup, elle s'érodait beaucoup. Il y a beaucoup de sable charrié par cette rivière. Donc, elle bouge énormément. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, là, on a lancé ce projet sur l'espace de liberté. Je vais vous présenter là quelques concepts. C'est vraiment des concepts de base, puis je veux pas vous assommer, mais c'est quand même des concepts scientifiques qui sont importants. Juste une note là ici. Il y a juste deux manières d'évacuer de l'eau là. C'est soit on augmente la taille du tuyau, c'est-à-dire que en gros il faut que le niveau monte. Soit on augmente la pression, puis le seul moyen d'augmenter la pression dans une rivière, c'est d'augmenter les différences de niveau entre l'amont et l'aval. Ça veut dire qu'il faut que le niveau monte à quelque part, toujours. Donc, dans tous les cas, là, il va falloir que la rivière monte pour évacuer toute cette eau-là. Une rivière, là, ce qu'on apprend en hydrologie, c'est qu'elle a un lit mineur. Ça, c'est la rivière que vous voyez en été. Donc, la belle rivière que vous voyez en été, sans crue, elle est dans son lit qu'on appelle mineur. Mais en réalité, le lit de la rivière, c'est pas juste ce lit-là. Elle a aussi ce qu'on appelle un lit moyen. Ça, c'est quand on a des crues faibles à moyennes, donc évidemment pas ce qu'on a connu en 2023, là, mais quand elle déborde un peu plus régulièrement, on va avoir le lit moyen qui va être envahi. Puis quand on a des crues majeures, cette fois, elle va déborder dans son lit majeur. Et ces trois niveaux-là, c'est le lit de la rivière. En hydrologie, là, c'est le lit de la rivière.
Puis vous voyez, là, on l'a représenté en bas, il y a des maisons inondées. C'est un phénomène extrêmement connu. Alors, je ne suis pas en train de vous dire là que quand on installe des maisons là, en fait, on a eu une mauvaise idée de le faire. Ben oui, on a eu une mauvaise idée de le faire, mais il y a des raisons pour lesquelles on s'est installé au bord des rivières. Puis c'est partout pareil dans le monde, parce que des crues, il n'y en a pas juste au Québec, là, il y en a partout dans le monde. On s'y est installé parce que c'est des plaines alluviales avec des terres agricoles plus riches. On s'y est installé parce qu'on avait besoin de l'eau pour transporter du bois, parce qu'on avait des moulins à eau, parce qu'on avait des scieries, parce qu'on avait besoin d'abreuver les animaux puis de boire nous. Donc, il y a tout un tas de bonnes raisons qui fait que partout dans le monde, on s'est mis le long des cours d'eau. Mais malheureusement, ça a des conséquences. L'autre caractéristique de la Mastigouche, c'est ses méandres. Puis ça, c'est très particulier ici. C'est que la rivière, elle ne fait pas juste déborder, elle bouge. Donc, il faut comprendre que la rivière ne reste pas en place, elle va avoir tendance à bouger. Pourquoi? Parce que quand on a un méandre, on a toujours à l'extérieur une zone où la vitesse est plus forte, puis elle érode la rive, puis à l'intérieur, une zone où les sédiments vont se déposer. À l'extérieur, on va donc plutôt avoir ça, puis à l'intérieur, on aura plutôt ça. Et c'est toujours le cas. Fait que dans toutes les rivières, là, les méandres ont tendance à se creuser. Ce que ça va faire, c'est que on va avoir, au bout d'un moment, là, ce qu'on appelle un phénomène d'avulsion. Là, c'est pas la Mastigouche sur le dessin, mais c'est juste pour vous montrer. En fond de carte, vous avez l'année 1950. Puis en bleu, là, vous avez le nouveau trajet de la rivière. Puis vous voyez, vous avez un méandre là au milieu où le bleu est passé à travers. C'est ça le phénomène d'avulsion. À un moment donné, la rivière, elle va passer tout droit. Alors pourquoi est-ce que ça se passe? Parce que, comme je vous l'ai dit, la rivière, elle va toujours éroder vers l'extérieur. Donc, elle va creuser ses méandres encore et encore. Puis, à un moment donné, elle va passer tout droit. Ça va donner ce qu'on appelle les délaissés. Les délaissés, vous les connaissez bien le long de la Mastigouche. On en a un petit peu partout qui sont répartis. C'est des anciens chemins de la rivière qui ont été abandonnés par la rivière parce qu'elle a bougé latéralement et puis qu'elle s'est transformée. Ça, c'est la Mastigouche. Donc, vous les voyez là. On a des méandres en bas. On a un méandre délaissé qui est un peu plus récent, qui est encore en eau. Puis, on a des méandres un peu plus anciens ici. Donc, ce qu'on appelle des savanes là, qui sont en fait rendus des milieux humides et puis qui sont d'anciens chemins de la Mastigouche. Alors, ce qu'on appelle l'espace de liberté, ça tient compte de ces deux phénomènes. Donc, c'est à la fois l'espace de mobilité, donc l'espace qu'il faut à la rivière pour que son lit se déplace en fonction de l'évolution de ses méandres. L'espace d'inondabilité, donc là où elle déborde naturellement. Et puis les milieux humides qui bordent la rivière, qui sont fondamentaux là, pour son fonctionnement, puis qui vont capter une partie de l'eau quand elle déborde. Là, vous voyez, on a une photo en 3D, c'est à nouveau la Mastigouche. Vous avez l'espace de liberté minimale. Ça, c'est les événements les plus fréquents. Donc, les inondations fréquentes et puis l'espace de mobilité à 50 ans. Vous allez me dire, 50 ans, c'est loin. Pensez à l'âge de votre maison, là. Je suis sûre qu'il y en a plein ici qui ont une maison qui a été construite il y a 50 ans. Même si elle a été rénovée, là, il reste qu'à l'échelle d'une habitation, à l'échelle d'une vie, 50 ans, c'est un délai qui est relativement court. À l'échelle d'une infrastructure, c'est un délai qui est court. Donc, c'est quelque chose qu'il faut planifier. L'espace de liberté fonctionnelle, en fait, ça va comprendre l'inondabilité à plus long terme, puis la mobilité à plus long terme. Vous voyez là que cette vallée-là, on voit les reliefs des anciens méandres. Donc, la rivière, elle a bougé à l'intérieur de cet espace-là. On a les montagnes des deux côtés, puis on a vraiment la vallée de la rivière. Donc, la morphologie du paysage fait qu'on a ces débordements et cette mobilité. Ici, je vous montre un exemple de ce qui se passe en vrai
par rapport à ce qu'on calcule. Parce qu'évidemment, en tout cas, l'espace de liberté, on ne le calcule pas juste sur carte, parce qu'il y a aussi des relevés terrain qui sont faits en hydrogéomorphologie. Donc, il y a aussi des chercheurs qui sont venus, qui ont descendu la Mastigouche, qui ont pris des relevés topographiques. Donc, ça n'a pas juste été fait par calcul hydrologique et par géomatique. Mais on arrive là, par géomatique, avec les relevés LIDAR, à avoir vraiment des altitudes à un niveau très très fin. On fait ces calculs hydrologiques-là, et puis on détermine ce que vous avez à gauche, là, l'espace de liberté minimale et l'espace de liberté fonctionnelle. Je vous ai mis une petite flèche rouge comme point de repère. C'est la maison qu'on a ici. Pour ceux qui sont familiers d'ici, là, c'est le rang de la rivière, avec le rang Mastigouche à droite, puis la rivière Mastigouche qui passe au milieu. Eh bien, ce qu'on voit sur la carte, c'est-à-dire que l'eau, en fait, elle va avoir tendance à reprendre un ancien méandre ici, ben c'est finalement ce qu'on observe sur le terrain. À savoir que la rivière, vous voyez, on voit le méandre en arrière du boisé là, qui passe. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est que il n'y a pas de surprise en réalité là. Ce qu'on prévoit par les calculs hydrologiques et par la cartographie, c'est ce qui se passe en vrai. C'est pas surprenant, puis vous voyez que ça fait partie des phénomènes là qui sont des phénomènes relativement fréquents puisqu'ils sont en bleu. Donc, il n'y a pas ici, en fait, par rapport à ce qu'on calcule, il y a une réalité là. Évidemment, il y a toujours la précision qui joue, mais ce qu'on calcule se passe réellement et puis on retrouve exactement les mêmes phénomènes sur le terrain. Une autre particularité de la Mastigouche, c'est qu'en fait, elle s'est enfoncée au fil du temps. Donc la Mastigouche, là, vous avez des méandres abandonnés qui sont plus loin, puis qui sont beaucoup plus hauts que la rivière, parce que la rivière, elle s'est creusée. Vous avez une rivière, en réalité, qui s'est enfoncée en terrasse. Donc, vous avez des méandres, des anciens méandres qui sont beaucoup plus hauts que la rivière puis qui ne reconnectent plus. C'est ce qu'on voit ici. Puis sur le relevé topographique, là où vous avez les flèches, en fait, c'est les creux qui correspondent aux anciens méandres et au lit de la rivière. Autre particularité de la Mastigouche, pour ceux qui habitent plus près du lac Maskinongé, la Mastigouche, elle a un delta. Le delta d'une rivière, c'est un endroit où la rivière, elle a plusieurs bras éventuellement, mais surtout, elle va envahir un espace un peu en triangle. Et puis, dans cet espace-là, on va avoir plein de milieux humides, plein de chenaux de la rivière, et ça, c'est un delta. Donc, quand on arrive au lac Maskinongé, on le voit, tout l'espace en rouge, c'est le delta de la Mastigouche. Puis, tout ce que vous voyez là, toutes les petites boucles plus foncées, c'est des anciens trajets de la Mastigouche. C'est partout où elle a bougé. Elle est extrêmement mobile, cette rivière. Elle n'a pas arrêté de se déplacer dans cet espace-là. Plus c'est rouge, plus c'est bas. Donc, plus ça inonde. Puis vous voyez que dans cette zone-là particulièrement, c'est assez évident là, qu'on a une zone qui est propice aux inondations parce qu'on a beaucoup de bras de rivière, d'anciens bras de rivière qui sont présents. Puis je vous l'ai montré tout à l'heure, la rivière, elle a tendance à retourner dans ses anciens bras quand elle déborde. Et donc, elle va reprendre là plein de chenaux, déborder par ces chenaux-là et envahir l'espace. Je vous montre une autre application, un autre exemple de l'espace de liberté. Là, vous avez le méandre qui se trouve un peu avant l'ancien dépanneur La Réserve, là, pour vous situer. Et puis, ici, là, on voit ce méandre-là avec l'enrochement qui est le long de la route. Ça, c'est la zone inondable. Donc, c'est là que ça inonde. Ici, on a une petite bulle à droite parce qu'on a une zone un petit peu plus basse, donc c'est sûr qu'elle va déborder à cet endroit-là. Là, vous avez la mobilité. Puis là, je vous ai dit tantôt, la mobilité à 50 ans, c'est important de la prévoir. Vous voyez qu'ici, la mobilité, elle déborde de la route. Ça veut dire que la route, un jour ou l'autre, là, avec la mobilité de la rivière, elle va partir. Elle est vouée à partir parce que la rivière, elle gruge
dans son méandre et elle avance tranquillement son méandre vers l'extérieur. Donc, c'est immanquable qu'à un moment donné, là, si on ne prend pas des mesures pour stabiliser, elle va finir par gruger la route et emporter la route. C'est pour ça que partout, là, le long de la Mastigouche, sur le rang Mastigouche ou sur le rang de la rivière, vous avez des zones qui régulièrement s'effondrent au niveau des talus, parce qu'en fait, c'est des méandres qui suivent leur chemin. Puis comme la route est un peu trop proche de l'espace de liberté ou carrément dans l'espace de liberté, la rivière, finalement, elle vit sa vie de rivière, mais elle ne se soucie pas de nos infrastructures humaines là-dedans. Et puis, dans ce secteur-là, vous avez aussi un risque d'avulsion. Vous vous rappelez, je vous ai dit tantôt, la rivière, ça lui arrive, elle coupe à travers, puis elle va laisser son méandre de côté. Pour être allé sur le terrain ici, on voit déjà des signes. C'est sûr que l'avulsion, là, elle finit par se produire, on a l'impression, du jour au lendemain, là. C'est-à-dire au moment d'une crue, ça va passer tout droit, et puis là, on va avoir un chenal qui va s'être formé. Mais en réalité, longtemps avant, là, elle va avoir creusé un petit canal, puis être passée à travers. Puis pour y être allée, ce petit chenal, il existe déjà. Donc crue après crue, là, elle a commencé à gagner du terrain, la rivière, puis un jour ou l'autre, là, ce méandre-là va être abandonné. Pour terminer, là, je voulais vous montrer le graphique avec les débits maximaux qu'on atteint. Puis je voulais vous parler du phénomène des changements climatiques parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que c'est dû au changement climatique? Donc premièrement, ce qu'il faut que vous compreniez bien, là, je vous l'ai démontré là-dedans, c'est que la rivière, là, c'est son fonctionnement depuis toujours. Depuis que les glaciers se sont retirés il y a 10 000 ans, là, elle fonctionne comme ça. Elle déborde, elle creuse dans ses méandres, elle change son lit de place, et puis finalement, on a toujours ce fonctionnement. Les crues varient très fortement en intensité, puis les crues très fortes, une crue 100 ans, là, quand on parle de crue 100 ans, ça veut dire qu'elle a 1% de chance de se produire chaque année. Puis on peut être chanceux 2 années de suite, là, mais là, en fait, c'est un petit peu ce qui nous est arrivé en 2023-2024. Donc, dans le fond, c'est juste une statistique, là. Il faut que vous compreniez bien que c'est pas parce qu'il y a une crue 100 ans qui arrive que pendant 100 ans, vous allez être tranquille, puis la crue ne revient pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste une question de probabilité. Puis il faut comprendre aussi qu'à notre échelle de vie, à nous, là, c'est pas parce qu'on n'a jamais vu une crue d'une telle ampleur qu'elle s'est jamais produite dans le passé, puis que cette crue-là est anormale. Parce qu'une crue 100 ans, là, je vous ai dit, 1% de chance de se produire chaque année, il y en a certainement, moi en tout cas on me l'a dit, là, que dans les années 60, qui se rappellent que dans les années 70, ça s'est déjà produit des crues de grande ampleur. Donc, qu'est-ce que nous disent les changements climatiques? Les chercheurs qui travaillent là-dessus, ce sur quoi ils sont d'accord, c'est que les crues vont arriver plus tôt. C'est ce qu'on a vu cette année, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'elles vont être plus hâtives, elles vont se produire plus tôt dans la saison, 9 à 14 jours d'ici 2050. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à avoir une crue début mai, comme on avait tout le temps, là, ce sera à peu près à la mi-avril. On aura une augmentation des débits hivernaux, plus de crues en hiver. Ça va être lié au changement climatique. On a des températures plus élevées, on a plus de pluie pendant l'hiver, donc il risque d'y avoir plus de crues à Noël, par exemple. On voit ça depuis quelques années, là, le niveau se met à monter à Noël. Puis ça, il faut s'y préparer parce que, malheureusement, ça va faire partie de l'évolution du climat. Il y a une grande variabilité, je vous l'ai dit, d'une année à l'autre. Alors, c'est très compliqué de savoir si ce qu'on observe est lié au changement climatique ou pas. Donc, les chercheurs ne sont pas d'accord, là, dans notre zone. Au nord, ils disent que l'amplitude des crues va augmenter. Au sud, elles vont plutôt diminuer. Nous, on est comme dans un entre-deux où ils ne sont pas vraiment d'accord. Par contre, un petit peu plus tard, là, ils pensent que ça va être le cas. Donc, on va avoir des crues plus fortes qui vont se produire. Malgré tout, si on regarde notre graphique, là, on n'a pas beaucoup d'antériorité. Au lac Sainte-Rose, c'est 1996, la première prise de données. Donc, ça fait vraiment pas longtemps qu'on prend des données. Mais on voit que ces dernières années, on a plutôt tendance à augmenter.
Puis moi, je vous dirais qu'il faut se préparer à ce que ça ne s'arrange pas parce que faudrait pas attendre d'avoir un consensus pour se rendre compte que finalement, il fallait se préparer, pas au pire là, mais en tout cas à des situations plus difficiles que ce qu'on vivait en moyenne dans les années 80 ou 90 ou même début des années 2000. Donc, pour conclure, là, ce que je veux vous dire, c'est que les crues, elles sont prévisibles, on sait où elles se produisent, on sait à peu près à quelle fréquence elles se produisent là et à quelle amplitude. Puis on peut aussi prédire la mobilité de la rivière. Donc ce ne sont pas des phénomènes qui sont exceptionnels au sens d'une tornade qui arriverait de nulle part et qu'on n'aurait jamais vu se produire ici, là. C'est un phénomène naturel, récurrent, donc qui va se reproduire avec des intensités variables, mais qui sera toujours présent. Je vous laisse sur une photo de l'an dernier, là. Je vous remercie, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Delphine. Après ma présentation et celle de Audrey, on va pouvoir passer aux périodes de questions. Ensuite, avec l'information que Delphine vous a partagée, j'ai fait un graphique en fin de semaine qui explique un peu la dynamique de la rivière Mastigouche. Puis c'est quand même assez démonstrateur. Sur l'axe horizontal, vous avez les distances en kilomètres et sur l'axe vertical, c'est le dénivelé en mètres. Donc, si on regarde au lac Sainte-Rose, pour arriver au lac Hainaut, il y a un dénivelé de 169 mètres pour une distance, puis là, je parle de distance de parcours de la rivière, de 2,3 kilomètres. Entre le lac Hainaut et ce que j'appelle, moi, les Trois-Rivières, c'est là où les Trois-Rivières Mastigouche se rejoignent. Il y a un dénivelé de 41 mètres pour une distance parcourue de 2,5 mètres. Après ça, on arrive en bas et c'est là que, comme Delphine vous le montrait tantôt, on commence à voir beaucoup de méandres. La rivière voyage beaucoup plus lentement. On a la distance à partir de où les Trois-Rivières se rejoignent jusqu'au lac Masquinongé. On parle de 17 kilomètres pour un dénivelé de 8 mètres seulement. Donc, vous savez, en bas, on voit la pente, c'est de 0,05%. Donc, on parle d'une pente très basse. Et puis après ça, à partir du lac Masquinongé, pour se rendre jusqu'au barrage de Saint-Didas, la distance, elle est de 8,8 km, puis le dénivelé est seulement de 2 mètres. Donc, la distance, la pente à ce moment-là est de 0,02%. Donc, tout ça pour dire, comme le disait Delphine tantôt, c'est que l'écoulement de l'eau, ça lui prend un dénivelé. S'il n'y a pas de dénivelé, elle ne coule pas. Donc, on comprend que du lac Masquinongé jusqu'au barrage, ça n'a pas tendance à se vider rapidement. Puis, je tenais à vous montrer ça parce que, comme municipalité, moi, j'ai des citoyens qui habitent au lac Sainte-Rose, j'en ai au lac Hainaut, j'en ai le long de la Mastigouche, puis j'en ai le long de la rivière Masquinongé. Donc, plus on ouvre les vannes rapidement au lac Masquinongé, c'est sûr que tous ceux qui sont en amont, ils vont manger à claque, là. Puis au lac Rose, puis si j'ouvre au lac Rose puis au lac Hainaut, là, c'est la Mastigouche qui mange la claque. Puis après la Mastigouche, ça s'en va au lac Masquinongé. Donc, c'est pas une solution facile d'arriver à quelque chose qui est équitable pour tout le monde. Et c'est de là qu'on cherche à arriver à une solution qui soit logique, pérenne et qui ne met pas personne à un plus grand risque. Maintenant, il faut que je passe au suivant. J'ai des copies de cette vidéo-là ici que je peux distribuer à la fin. C'est pour tous ceux qui en veulent venir à l'avant. Ça va me faire plaisir de vous le donner. L'autre aspect qu'on a,
Et puis, je vais demander à Audrey tantôt de vous parler de la rencontre qu'on a eue jeudi avec divers ministères. Il y avait beaucoup de ministères de présents, mais Audrey va vous présenter ça. Ce que je vous montre ici, par contre, c'est que ça a une particularité assez importante. C'est-à-dire que l'endroit où ça s'est délavé, c'est à la droite, à peu près où on voit le 23, là. Ça a coupé le chemin à cet endroit-là. Comme on le voit ici, c'est que les terrains en question n'appartiennent pas à la municipalité. Ce sont des fonds de terrain qui appartiennent à des résidents du lac Sainte-Rose. Puis moi, ça, c'est un énorme enjeu parce que je n'ai pas le droit d'aller travailler puis de dépenser des sous des contribuables sur le terrain d'un privé. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, advenant qu'on puisse faire quelque chose, c'est d'aller rencontrer ce monde-là pour qu'on puisse acquérir les deux terrains. Et il y a ces deux propriétaires qui sont impliqués. Puis que si l'un ou l'autre me dit « je veux rien savoir », j'aurai pas le choix que d'aller en expropriation. Fait que ça, c'est une des complexités avec lesquelles on joue. L'autre chose, Audrey va vous en parler, on parle définitivement des approbations de plusieurs ministères. Le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Environnement, le ministère des Transports, le ministère des Affaires municipales. Il y a plusieurs personnes autour de la table qui vont devoir être impliquées dans les échanges pour arriver à une solution. L'autre problématique, c'est qu'avec l'estimé qu'on a maintenant, on parle d'une dépense probablement entre 300 000 et 500 000 $ pour arriver à une solution pérenne qui va résoudre le problème. Dernier petit point qui est problématique, on a découvert quand on est allé faire nos premières investigations, c'est qu'on n'aura pas le choix que de faire du dynamitage aussi. Parce que le cap de roche, il remonte en pente et on va devoir faire dynamiter une portion pour être capable d'aller mettre les assises de la structure qu'on voudrait mettre. En partant là, j'ai le mystère de l'environnement d'impact. Parce que quand je m'en vais dynamiter dans le littoral d'une rivière, le ministère de l'Environnement va se donner un plaisir de venir nous voir. Dernier petit point avant de passer la parole à Audrey. Moi, je suis un fervent croyant qu'on fait face au changement climatique. On a des motoneigistes dans la salle. Parlez-leur. Les sentiers ont été ouverts cette année le 15 janvier, puis les sentiers de motoneige ont fermé le 29 février. On parle de 6 semaines de motoneige, c'est du jamais vu. Normalement, les sentiers de motoneige étaient ouverts 12 semaines par année. Là, cette année, les sentiers ont été ouverts 6 semaines. Encore aussi, cette année, les glaces sont parties 3 semaines plus tôt que la normale. Du moins au lac Sainte-Rose, au lac Hainaut et au lac Masquinongé. On parle de 3 semaines d'avance là, que les glaces sont parties. Et puis le dernier point, c'est que excusez-moi. Ah oui, dans la montée du lac Hainaut, la rivière qui est en dessous du pont, dans la montée, elle n'a jamais gelé cette année. C'est du jamais vu. J'ai 68 ans, elle a toujours gelé, là. Cette année, elle n'a pas gelé. Donc, pour moi, mes yeux et ma tête me disent
Réveil-Turcot, on fait face à des changements climatiques. Et puis, nous, ce qu'on doit faire, c'est de se prémunir contre les impacts de ce changement-là. Et sur ce, je passe la parole à Audrey. En fait, suite à ce que Delphine et M. Turcot vous ont mentionné, je veux juste vous faire un suivi parce qu'on a rencontré plusieurs ministères jeudi dernier. À notre demande d'ailleurs, c'est nous qui les avons contactés pour voir là, ce qu'on pourrait faire dans le futur. Ce que je peux vous dire, ce qu'on a comme information actuellement, c'est que bon, le dossier est ouvert au ministère de la Sécurité publique, autant pour l'année passée que pour cette année. En fait, lors de la rencontre, il y avait le ministère de la Sécurité publique, le ministère du Transport et de la Mobilité durable, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et le ministère de la Faune inclus. Il y avait aussi des ingénieurs de la MRC d'Autrey, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc le MAMACH. Il y avait Mme de l'Église et nous de la municipalité. Point par point, je vais vous dire ce que chacun des ministères nous a dit. En gros, c'est les réponses qu'on a eues à nos questions. Au niveau du ministère de la Sécurité publique, bien, eux ne peuvent pas nous aider. C'est ça la réponse. Pourquoi ils ne peuvent pas nous aider? Bien, c'est parce que la municipalité n'est pas propriétaire du chemin. Donc, eux, ils aident les propriétaires des infrastructures. Donc comme M. Turcot le disait, étant donné que la municipalité n'est pas propriétaire de ces portions de chemin, c'est sûr qu'eux, financièrement, on ne peut pas avoir aucune aide d'eux. Au niveau du MTQ, ce qu'on nous a gentiment dit, c'est qu'ils comprenaient la situation, mais qu'ils ne toucheraient pas au pont. On parle du pont de la décharge, qu'ils ont changé il y a quelques années. Pourquoi ils ne vont rien faire? Bien, parce qu'il est encore en bon état. Donc, eux, ils touchent à leur infrastructure juste quand c'est en mauvais état. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est que oui, on comprend, on va voir venir plus tard, on va préparer une étude hydraulique, mais pas avant 1 an, puis les travaux et ou inspection du pont, bien, eux, ils ne toucheront pas à ça avant minimalement 3 ans. Fait que c'est sûr que de eux non plus, on ne peut pas avoir une grande aide. Au niveau du ministère de l'Environnement et de la Faune, bien, eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est que oui, on va vous accompagner dans le dossier. Et pourquoi ils vont nous accompagner? Bien, c'est parce que c'est de eux que vont venir les autorisations pour faire les travaux. Il y a des espèces qu'on doit protéger, entre autres l'ombre de fontaine, la tortue, le lit de la rivière, les berges. Fait qu'au niveau environnement, ils vont être avec nous, mais c'est surtout plus pour nous surveiller et donner les autorisations quand ça va être le temps de faire les travaux. Eux aussi nous donnent un délai d'1 an avant de faire quoi que ce soit. Alors, on s'est tourné vers le MAMACH, qui est le ministère des Affaires municipales. Eux nous ont permis de déposer au PRAFI. Le PRAFI, c'est le Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. Le dépôt doit se faire avant le 15 mai, donc c'est la semaine prochaine. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de déposer une aide financière pour entreprendre tout de suite les études hydrauliques pour essayer de faire avancer les choses. Parce que si on attend après l'étude du MTQ, bien, on va attendre minimalement 1 an. Fait qu'on aimerait ça que ça se fasse plus vite. Donc, vendredi, on a une rencontre avec Mme de l'Église et la FQM, qui est la Fédération québécoise des municipalités, afin de pouvoir faire tout de suite notre dépôt au PRAFI et demander l'aide financière là, pour faire partir l'étude hydraulique. Ce qu'on me dit, c'est qu'une fois qu'on est accepté au PRAFI, ils vont nous donner le pourcentage d'aide financière qui vont nous aider et on va pouvoir commander l'étude. Si ça va bien, puis là, je pèse mes mots, en principe, ça devrait être fait à la fin de l'été. À partir de là, bien là, c'est sûr que le compteur se met à tourner dans le sens où, une fois qu'on a l'étude, bien là, les ingénieurs vont se pencher sur le dossier. Toutes les options vont être envisagées. Puis ce qu'on cherche, en fait, c'est une option qui va être effectivement dans les normes, que tout le monde puisse donner leur autorisation, qui va être pérenne dans le temps et qui va être efficiente, qu'on n'aura pas à recommencer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui fait que, malheureusement, malgré ce que Delphine vous a dit, malgré ce que M. Turcot vous a dit, ce que je viens de vous dire, je ne crois pas qu'on va avoir des travaux qui vont être faits avant le printemps prochain. Ce serait très surprenant, étant donné qu'on ne peut pas faire de travaux d'hiver. Juste à titre d'exemple, le dossier pour l'année passée a été ouvert au courant de l'été passé et on commence juste à avoir des retours pour faire des études. Fait qu'on est déjà 1 an passé puis on n'avait eu aucun retour. C'est sûr que là, nous, on les a contactés immédiatement au niveau surtout de la sécurité publique. On ne pense pas que les inondations vont arrêter de façon magique. Ce qu'on cherche actuellement, c'est d'assurer la sécurité de tout le monde puis que les chemins ne soient plus coupés, que les gens soient plus isolés.
C'est vraiment ça, en ce moment, le but premier. Comme disait Delphine, là, les inondations, malheureusement, on n'a pas tant de contrôle sur la quantité d'eau, sur tout ce qui se passe, qui vient d'en haut. Mais le but qu'on a actuellement, c'est vraiment d'assurer la sécurité, d'être capable de rejoindre tout le monde dans ces périodes-là. On va vous tenir au courant de ce qui s'en vient, mais dans l'état actuel, c'est les réponses qu'on a. On dépose vendredi au PRAFI pour espérer pouvoir faire une étude cet été. C'est ça. Et sur ça, j'ouvre la séance pour les questions. OK, merci beaucoup. C'est bien, je comprends beaucoup plus maintenant. Le bobo, c'est les 169 mètres de nivellation entre Sainte-Rose et nous. Oui. C'est ça le bobo. Il y a deux façons de le faire, de régler ça, je pense. Vous avez parlé d'une, là, de gérer le débit du lac Sainte-Rose. Oui. Mais l'autre côté, c'est de gérer le runoff, comme on dit en anglais, du lac Hainaut aussi. L'écoulement. Hein? L'écoulement de l'eau. Oui. J'aurais aimé que vous parliez un peu plus là-dessus. Parce que c'est les deux seules façons qu'on peut régler ça. Oui. Puis sinon, le troisième, on va être obligé de monter nos maisons. Oui. Merci. OK. Au niveau de l'écoulement, on a un projet qu'on va entamer cet été pour recréer essentiellement un bassin de rétention dans ce qui était le terrain de balle au terrain des Jeux au lac Hainaut, qui anciennement était un marais. Il a été complètement rempli, parce que dans le temps, c'est comme ça que les gens arrivaient, puis si tu avais un marais, ben, ce que tu faisais, tu fais venir les camions, tu remplis ça, tu passes le boule, puis tu fais un terrain de balle dessus. Mais de fait, ce grand marais-là, il couvrait tout l'espace où est le terrain de balle, et il agissait comme une cuve de rétention. Donc, ton eau descendait de la montagne. Puis même en décembre de cette année, elle a même fait ça. L'eau s'est écoulée, puis elle a carrément traversé le chemin pour se rendre au terrain de balle, au mois de décembre. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de recréer des bassins de rétention dans cet endroit-là. Et puis, le gouvernement aussi amène au niveau du règlement d'urbanisme des exigences maintenant pour les zones humides et hydriques où on va devoir les protéger. Donc, tout ce qui est autour des lacs et qui est marécageux va devoir être protégé puis ne pas être emblayé. L'année dernière, si on suit le débit de la rivière, ça a monté jusqu'à 90. Là, ça se maintenait à 90, probablement à cause de la restriction du lac Sainte-Rose. Oui. Puis quand c'est devenu un gros problème, c'est quand ça a défoncé, ça a soudainement monté à 120. Puis c'est là que les inondations sont passées de mineures à très importantes. Oui. Moi, j'avais une crainte l'année dernière que je t'avais mentionné, que j'ai dit, Michael, je crains que ça ne tiendra pas. Ça n'a pas tenu. Là, ma crainte est la même cette année. Si on fait une réparation temporaire qui n'a pas la force de maintenir quand les crues vont monter, on va monter à 90, ça va être en contrôle. Puis la problématique, c'est quand ça passe de 90 à 120 à l'intérieur d'une heure, bien là, le lac Hainaut est inondé. Fait que, est-ce que les réparations de cette année vont être différentes de celles de l'année dernière ou on peut s'attendre à 90, ça va défoncer au lac Hainaut, au lac Sainte-Rose encore cette année? Je vous dirais que présentement, oui, on a refait le chemin et on a remblayé parce que le besoin était de permettre l'accès aux résidences et de permettre aux camions de vidange de se rendre, permettre aux ambulances s'ils avaient besoin de se rendre. Donc, l'urgence était de recréer l'accès. C'est ce qu'on a fait. On n'a aucunement... on n'assume pas que la solution qu'on a en place est la solution finale. Et on comprend que
l'exutoire additionnel qu'on a fait au lac Sainte-Rose était inadéquat. La quantité d'eau a carrément arraché ce qu'on avait mis. Par contre, au lac Hénault, elle a fonctionné. On a fait à peu près la même chose, mais le courant d'eau était moins fort. Ça l'a pas grugé, puis c'est pas parti avec le chemin. De là, quand Audrey a parlé tantôt de notre urgence de vouloir avoir une étude hydraulique, c'est justement pour être capable de mettre une structure suffisamment grande qui va résister. La problématique qu'on a, c'est qu'on n'a pas le chiffre magique qui nous dit ça nous prend un empattement de 15 mètres, ça nous prend un empattement de 25 pieds, ça nous prend... C'est ce chiffre-là qu'on a besoin. Et c'est ce chiffre-là qu'on souhaite que l'étude hydraulique va nous donner. Je vais aller dans le même sens que M. Lafrance. Je veux dire, je peux comprendre, vous avez parlé Delphine, une fois en 100 ans, ça peut arriver des situations comme ça. Puis l'année passée, c'était exceptionnel. On avait de la neige, on a eu de la pluie. Bon, c'était vraiment exceptionnel. Cette année, il y avait un pied de neige dans le bois. Là. Il n'y a pas eu rien d'exceptionnel. Là. La pluie que vous avez montrée dans vos statistiques tantôt, je veux dire, ce qu'on a vécu cette année, ça pourrait être vraiment pire à toutes les années que ce qu'on a vécu cette année. Puis le vrai problème, à mon avis, c'est pas les changements climatiques. Monsieur le maire, je crois aux changements climatiques, mais c'est pas ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Puis ce qu'on voit en arrière, ben, c'est une digue. Puis la digue que vous avez rebâtie l'année passée, qui a lâché de façon historique, comme ça peut arriver une fois en 100 ans, ça a été mal reconstruit. Puis ça l'a lâché encore cette année. Il y a une station hydrométrique à la rivière Sainte-Rose. Madame Delphine, vous êtes consciente de ça. Puis quand on voit le chemin lâche, on sait exactement à quelle heure qu'il lâche, on voit le débit augmenter à la station hydrométrique. Et en l'espace de 36 heures, on voit le coup d'eau qu'on mange au lac Sainte-Rose. Et ce qui explique, comme dirait M. Arruda, il faut aplatir la vague. Là. Mais là, la vague, on l'a mangée là, d'un coup. Là. Fait que moi, ma question, c'est qui a conçu ça, qui a décidé de faire un chemin plus bas, en pensant que ça laisserait passer l'eau, que ce serait une bonne idée, alors que là, les services d'urgence ne peuvent pas se rendre à ce moment-là. Fait que moi, c'est plus l'inverse. J'ai l'impression qu'on a construit une digue affaiblie, qui a lâché, puis qui a créé les inondations de cette année. Puis moi, ma question, c'est qui a décidé de concevoir ça? Ça a été fait avec l'ingénieur de la MRC. Et je concède que évidemment, ça n'a pas suffi à la cause. Le coup d'eau. Et puis, moi-même, j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on ait des inondations cette année. La glace était déjà partie sur la rivière Mastigouche. La neige était presque toute partie. On s'était même dit au caucus, au moins cette année, on est chanceux, on va s'en sortir. Et puis là, il nous est arrivé 48 heures de pluie. Puis tout d'un coup, on s'est ramassé avec la même situation. C'est l'ingénieur de la MRC qui a conçu le dévidoir, mais on l'a fait revenir. Il était sur les lieux avec moi le lendemain que ces travaux de l'an passé ont lâché. Et puis il travaille déjà avec nous pour une solution plus pérenne. Je veux juste répondre sur le coup d'eau, là, puis sur le fait que, dans le fond, c'est le pont qui a causé l'inondation de cette année. Moi, j'habite Saint-Damien, là, fait que je suis voisine. Je peux vous dire là que dans tout l'anneau d'Hyères, on a eu les mêmes coups d'eau là. Donc c'est pas au lac Sainte-Rose, c'est pas spécifique au lac Sainte-Rose. Il n'y a pas juste au lac Sainte-Rose qu'il y a eu une inondation majeure. C'était vrai dans la rivière Noire, puis il n'y a pas de pont qui gêne la rivière Noire. Donc c'est pas. En fait, on a eu un coup d'eau parce que la fonte a été extrêmement subite, même s'il n'y avait pas beaucoup de neige dans le bois, puis il y a eu beaucoup de pluie. Puis donc, on l'a vu, le volume d'eau n'a pas été si important, mais ça a fait comme une vague dans la Mastigouche. Au lac Masquinongé, ça a beaucoup moins débordé que l'an dernier parce que les volumes étaient moins importants. Mais par contre, la vague a fait en sorte qu'on a eu une crue très subite et très violente. Donc, voilà, c'était juste pour moduler un petit peu là. Et puis sur les débits,
L'an dernier, on est monté au maximum à 92. Donc, ça se stabilisait à 82. C'est monté à 92 au moment où le chemin a lâché. Cette année, on est monté à 78, 79. Là, donc, on n'était quand même pas très, très loin des débits de l'an dernier. À la différence que là, ça a lâché tout de suite. Donc, il n'y a pas eu le pic qu'on a vu l'an dernier. Bonjour. Je suis assez d'accord un peu avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Au niveau de l'eau, je ne suis pas forcément un expert, mais à regarder les mesures qu'il peut y avoir sur la région, ça donne l'impression qu'il y a comme eu la moitié par rapport à l'année dernière en termes de précipitations et de neige au sol. En tout cas, c'est les données que je vous ai envoyées par courriel. Donc c'est ça que moi j'ai du mal à m'expliquer. Donc la moitié en quantité d'eau, en quantité de pluie sur le mois précédent. Mais non, même ça, c'est les données journalières. Et pourtant, on arrive à ce même genre de phénomène. Je voudrais revenir aussi sur un autre truc qui a été dit, que la seule chose qui peut permettre d'augmenter le débit, c'est que l'eau monte. Et ça a été dit un peu implicitement, mais non, on peut creuser aussi. Si on creuse la rivière, ça va permettre que la rivière ait plus d'eau, et c'est quelque chose qui est faisable. Après, je pense qu'il y a une... c'est entre les besoins de la rivière, de l'environnement pour conserver tout ça, et les besoins des hommes qui habitent là. Donc c'est un enjeu politique qui est très fort, et je pense que c'est là où vous pouvez intervenir. C'est pas juste, c'est comme ça, c'est la nature, on peut rien faire. Il y a vraiment un combat entre comment on préserve l'environnement et comment on fait vivre les gens qui sont autour. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de technologie pour être capable de faire les deux en même temps. Mais il faut juste une volonté politique de le faire. Merci. Bonjour. Moi, je voulais juste dire que ça fait plusieurs années qu'on est ici, puis au Lac-Hainaut, puis au Lac-Rose. Moi, je crois fermement que depuis qu'ils ont fait la coupe de bois au Lac-Rose, que ça crée un niveau d'eau. Il n'y a plus d'arbres pour faire que la neige ne dégèle plus. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, ça fond beaucoup plus vite. Tout s'en va dans le Lac-Rose, ça se déverse là. Puis après ça s'en vient où? Ça s'en vient plus loin. C'est vrai que comment on dit ça, les vallées pour que l'eau descende, je peux comprendre ça, mais quand le Lac-Rose il est plein à côté dans le bouchon, il n'est pas rendu encore au Lac-Hainaut, puis qu'après ça, c'est le Lac-Hainaut, puis que moi, je suis capable de faire des appels à des gens qui sont dans le rang Mastigouche, puis de leur dire de commencer à se préparer, à faire des choses parce que ça s'en vient, c'est comme pas normal. Fait que moi, je pense qu'il serait peut-être temps de regarder avec les coupes de bois, parce que je sais que tout le lac en cœur qui se déverse dans tout ce coin-là, qui se déverse dans le Lac-Rose après, tout ce coin-là, là, qui ont tout défriché au complet, des montagnes au complet, je crois fermement que l'eau de là s'en vient directement, tout se déverse au Lac-Rose, puis que lui est plus capable de prendre le débit, puis après ça s'en vient vers le Lac-Hainaut. Merci André. Je vais demander à Delphine de répondre parce qu'elle est beaucoup plus connaissante dans la... En fait, je veux dire en préambule que votre analyse est juste là. C'est vrai que quand il y a des coupes... attendez, en partie. Dans le sens où, effectivement, quand on a une coupe forestière, la neige fond plus vite. Et puis, effectivement, on peut avoir une augmentation de débit. Par contre, faut regarder ça à l'échelle du bassin versant et pas juste à côté du lac, là. Vous l'avez vu, là, l'eau, elle descend pas juste du pourtour du lac Sainte-Rose, elle descend depuis Saint-Zénon. Donc, il faut regarder ça à une échelle bien plus grande. Puis en foresterie, là, les études scientifiques, ce qu'elles disent, c'est que pour qu'on ait une augmentation du débit maximal, donc du débit de crue, il faut qu'on ait plus de 50% d'aire équivalente de coupe. Ce qu'on appelle l'aire équivalente de coupe, là, c'est que quand on coupe une forêt, au départ, là, on a enlevé tous les arbres, puis cette forêt-là, elle va repousser. Donc, au fur et à mesure là, qu'elle repousse, l'effet sur l'hydrologie va s'atténuer. Puis ça, on est capable là, d'affecter des paramètres de correction qui nous permettent de le calculer. Alors nous, on s'était posé la même question que vous à Germasquinongé, puis on a fait une étude avec une ingénieure forestier
je vous ai préparé là des petits documents. Je vais juste, parce que je sais qu'elle est sur le... Je vais juste vous montrer la carte. Alors, évidemment, si on prend toute la mastigouche, c'est bien trop grand, puis on n'aura jamais 50% d'équivalent de coupe, donc ça ne donnait rien de le travailler sur aussi grand. Donc, on a redécoupé notre territoire en plus petits bassins versants, puis on a regardé à l'intérieur ce que c'était là l'impact des chantiers forestiers. Finalement, ce à quoi on arrive là, c'est qu'au maximum, le plus grand qu'on a là, c'est 26%. Donc, on est bien en dessous de l'aire équivalente de coupe qu'il faudrait pour que vraiment on voit un effet sur les débits maximaux. Donc, avec les coupes forestières telles qu'on les connaît actuellement, là, on a vraisemblablement un impact très, très minime, voire nul sur l'hydrologie. Les coupes ne sont pas assez importantes à l'échelle des bassins versants pour qu'on voit un effet. Donc, même si je comprends que vous voyez la coupe à côté du lac Sainte-Rose, puis vous vous dites qu'il n'y a plus d'arbres, ben, ça reste un secteur quand même très restreint par rapport au bassin versant du lac Sainte-Rose. Et puis, ça ne suffit pas à pouvoir dire qu'on a un impact sur l'hydrologie. Juste pour ajouter, pour que vous compreniez, dans les sous-bassins versants que Delphine a identifiés, je vais vous montrer les selles qui sont autour du lac Sainte-Rose. Il s'agit... ça prend le... Oui, donc, on voit le lac Sainte-Rose. Donc, ça veut dire le 11, le 12, le 13 et le 14. C'est les 4 secteurs. Donc, le 11, le 12, le 13 et le 14. Donc, on parle de 3%, 9, 15 et 7%. Donc, ça ne concorde pas avec une présomption que c'est les coupes de forêt qui ont causé les inondations. Du moins, pas ce que la science nous dit. Bonjour. Vous avez nommé tantôt, M. le maire, le coût potentiel de 300 à 500 000 $ pour la municipalité de refaire un chemin qui pourrait offrir une solution permanente là, au problème. Moi, j'ai 2 questions. C'est en fait le coût des travaux qui ont été réalisés l'année passée, qui n'ont pas réglé le problème, absolument pas. Est-ce que la firme d'ingénierie ou peu importe l'ingénieur qui a fait ça, est-ce qu'il y avait une assurance pour couvrir les frais que les contribuables ont payé pour rien, qui n'a donné aucun résultat? Et l'autre point est, malgré le budget de 300 à 500 000 $ que ça pourrait coûter, est-ce que la municipalité est consciente du coût pour les citoyens de Mandeville? Des inondations à répétition là, qui représentent, on va dire, entre 5 et 10 000 par sous-sol inondé pour, vous savez combien de citoyens, plus que moi, là, probablement 200 citoyens. Ça dépasse largement ce montant-là. Et puis, je voudrais savoir c'est quoi les intentions de la municipalité face à ça. Là, parce que pour moi, 300 à 500 000, c'est pas une justification pour ne pas prendre action sur des coûts aux citoyens qui représentent au-dessus d'1 million présentement pour avoir été inondés. Oui. Au niveau des coûts du travail qu'on a fait l'an passé, essentiellement, on a fait une soumission au ministère de la Sécurité publique pour nous rembourser pour les frais des travaux. On attend le retour sur ce montant-là. Donc, les coûts n'étaient pas énormes et on s'attend à ce qu'il y ait entre 75 et 80% des coûts qui vont être couverts par la sécurité publique. J'ai posé la question lors de la rencontre qu'on a eue avec la sécurité publique jeudi, parce que j'ai fait exactement comme vous l'avez dit. La sécurité publique, elle est prête à dédommager les dommages des particuliers qui ont reçu des dommages, année après année après année, jusqu'à un maximum de 50% de la valeur immobilière. Si tu dépasses le 50%, là, la sécurité publique a dit on va te donner 85% de la valeur de ta maison puis de ton terrain, mais tu sacs ton camp. Tu pars, puis tu remets le terrain à la municipalité. Donc, on leur a dit tant qu'à dépenser des 10, 15, 20 000 $ à tous les ans pour défrayer ça serait peut-être plus logique
de payer pour qu'on fasse une solution permanente. Et la réponse qu'on a eue du ministère de la Sécurité publique, ils ne peuvent pas faire ça. Leur mandat, c'est uniquement d'aider les citoyens propriétaires, puis ils ne pouvaient pas aider la municipalité à faire les travaux. Donc là, on s'est retourné sur le MAMACH et c'est le MAMACH et le programme PRAFI pour nous venir en support. Mais la première étape, c'est une étude d'hydrologique. Puis quand le ministère des Transports a refait le pont en 1985, le faisant plus petit qu'il était auparavant, moi, j'ai pour mon dire que c'est une cause majeure du problème au lac Sainte-Rose. Puis j'ai dit, je suis prêt à changer mon opinion quand vous allez me donner l'étude hydrologique que vous avez faite dans le temps. Parce que c'est mauditement bien qu'ils n'ont pas fait. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est au moins commencer du bon pied puis faire une étude hydrologique plutôt que de juste tenter de voir de quel côté le vent souffle. Est-ce qu'on va continuer avec les questionnements? T'es aussi bien. Oui, tout aussi bien, oui. Moi, Michael, je vais parler à la madame. Tantôt, elle disait que l'AG Masquinongé avait commencé à regarder le débordement de la rivière Masquinongé en 2018 environ. C'est ça, madame? OK. Si je me rappelle bien, moi, ça fait 20 ans que je viens ici à temps plein. De la neige, de l'eau, de la pluie, des printemps, j'en ai vu. Mais comme ça déborde l'année passée, cette année, c'est très rare. 2017, ils ont fait de la coupe à blanc, je pense, en haut du lac Sainte-Rose. Ils ont... 2014? Oui. Oh, quelqu'un... Non, OK, bon, mais si on a remarqué en 2018, ça a débordé. Moi, juste pour enchérir un petit peu avec ce que M. Rochelot a dit tantôt, là, ils ont bûché en haut au lac des Îles, ils vont bûcher encore l'année prochaine. Je trouve ça drôle que ça ne concorde pas avec 75 cm de neige qu'on a eu dans un hiver, que d'habitude on a 400, puis qu'il a tombé 70-80 mm de pluie en 4 jours, puis que ça déborde comme ça a débordé là. L'eau, elle vient de quelque part, elle vient d'en haut, elle s'en va au lac Sainte-Rose, puis après ça, tout le monde mange un coup. OK? Donc, c'est juste pour enchérir. Mon autre question, la directrice générale, tantôt, elle parlait de ministère de l'Environnement, la faune, et ainsi de suite, qu'il fallait qu'il fasse une étude sur les grenouilles, sur l'ombre bleue, je ne sais pas trop quoi, les tortues, et ainsi de suite. Ça serait le fun que ce monsieur-là vienne s'asseoir le cul ici, puis qu'il regarde toutes les petites bébites qui sont dans la salle, puis que leurs habitats se font manger un coup. Je pense que le monsieur se réveillerait un peu, parce qu'on est quoi? On est 75, 100 personnes, ici? Fait que il en manque beaucoup. Hein? Fait que les tortues, les grenouilles, l'ombre bleue, on s'en fout. OK? Ça serait le fun que ça soit réparé et réglé. Je vous remercie. Bonjour. Oh, on va approcher. Tantôt, vous parliez de possibilités de dynamitage. Est-ce que vous avez prévu qu'au lac Sainte-Rose, qu'il y ait une autre sortie pour éviter qu'il y ait une enclave? Dynamitage, pour avoir travaillé un petit peu dans les mines, ça peut prendre minimum 2 semaines à 1 mois. Donc, 2 semaines à 1 mois à fermer un pont. Les gens vont être enclavés. Il faudrait peut-être qu'il y ait une sortie à l'extérieur, ailleurs, que par le pont, parce qu'ils ont juste une sortie. Il y a le chemin du côté nord. Mais qui vont faire le tour du lac, mais y a une sortie pour s'en aller à Saint-Zénon, des choses comme ça? Il faudrait peut-être prévoir ça, parce que ça ne diminue pas, là, ça augmente. Deuxième chose, le barrage à Saint-Didas. Saint-Didas, oui. Est-ce que ça c'est possible de l'ouvrir un peu plus pendant qu'on a de l'eau? À un moment donné, ça va... Non. Non? Il était ouvert au maximum. Et puis, je te dirais, Marc, quand le niveau du lac baisse à un point, parce que quand ton niveau d'eau du lac baisse, la quantité d'eau qui sort dans la rivière Mastigouche, parce que le dénivelé est de 0,02%, ça coule pas vite. Fait que du moment où la quantité d'eau qui rentre dans le lac est égale à la quantité d'eau qui sort, ton niveau, il bouge plus. Il reste stable. Que tu arrives là 24 heures avant la crue, avant que la vague arrive, ou que tu arrives là 3 mois avant que la vague arrive,
ça change absolument rien. OK. Ils ont fait des analyses, ils l'ont modélisé, et puis ce qu'ils ont découvert, c'est que si tu ouvres le barrage en début mars, ce qu'ils ont fait cette année, et que le niveau du lac va baisser, il va se rendre à un niveau stable avant que la crue arrive. Et c'est ce qu'ils ont fait cette année. La ville a fait des travaux sur le chemin où est-ce qu'il y a le loghouse pour Oui. éviter que ça soit inondé. Oui, Ils ont mis des gros tuyaux, puis ça va s'en va directement sur le terrain de Michel, là, dans le swamp. oui. Pourquoi ils font pas la même chose en haut? Des tuyaux, au lieu de faire un chemin qui baisse, puis qui se fait laver à chaque année, depuis 2 ans. La problématique, oui, on regarde à mettre un ponceau. La question devient quelle grosseur que tu fais le ponceau. Parce grosso modo, le pont, dès que tu as Ah, il est tout petit. 50 mètres cubes à la seconde qui passe, il est bloqué. Il ne passe pas plus. Je sais, il est trop petit. Ce qu'on a de besoin, c'est le chiffre maximum qu'on devrait viser. Est-ce qu'on devrait viser 60 mètres cubes qui passent par le ponceau ou on vise 30 mètres cubes qui passent par le ponceau? C'est l'étude hydrologique qui va nous dire ce chiffre-là. Merci. Ouais, c'est intéressant par rapport au chemin, juste petite parenthèse, le lac Hainaut aussi, le chemin a été partiellement emporté avec les crues de ce printemps. Là. Il a été rapidement réparé par la voirie, là, mais il y a une partie du chemin qui est emportée. Bref, ma prochaine question, c'est quoi le plan pour le chemin qui a été emporté au lac Hainaut encore cette année? Vous disiez tantôt qu'il y a une réparation temporaire qui a été faite. Pour permettre l'accès aux véhicules d'urgence et tout ça, on comprend bien. Ça, c'est au lac Sainte-Rose. Bonne approche. Oui. Au lac Sainte-Rose, effectivement. Mais la réparation, disons, permanente pour le dégât qu'on vient d'avoir, qu'est-ce qu'il y en est? Et puis, bon, j'ai entendu parler tantôt des impacts, les MTQ, les demandes qui prennent une éternité à se faire. Quels moyens la municipalité a pris pour que les choses changent et que ça bouge? Bien, on a commencé en convoquant une rencontre qui a eu lieu jeudi passé avec les 4 ministères présents. Et on leur a fait miroiter, on leur a fait comprendre parce que le ministère des Transports n'était pas convaincu être la source du problème. Donc, la première chose qu'on a dû faire, c'est leur démontrer qu'on savait de ce dont on parlait, et puis que le fait d'avoir mis un pont là, qui était parti de 25 mètres d'empattement, puis qu'ils l'ont baissé à 14 en 1985, puis que là, ils ont créé des digues de part et d'autre de ce pont-là. Ben, quand le lac, il monte, ça déborde, puis que ça arrache le chemin. Je ne vais pas vous interrompre, là, mais ma question est plus par rapport au plan, à la solution pour le chemin qui est emporté. Là. On a le chemin qu'on sait qui est réparé temporairement en ce moment. On s'attend à une crue au printemps prochain, évidemment. On va espérer qu'elle va être moins importante, mais ça reste que... Qu'est-ce qui sont les mesures qui ont été prises par la municipalité pour s'assurer qu'une mesure c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. satisfaisante soit faite? Je ne sais pas si vous étiez peut-être pas arrivé ou je ne sais pas, mais je pense que ça a été assez clair que ce qu'on a comme moyen actuellement, ça ne sera pas fait pour le printemps prochain. Oui, mais j'ai pas de moyens. C'est là. pas acceptable. Je veux dire, ça prend des moyens. Il faut que la municipalité fasse des pressions. C'est quoi les pressions? C'est quoi les moyens qui ont été toutes les pris semaines, pour que les choses changent? C'est pas acceptable d'attendre au printemps. Je veux dire, il n'y a personne ici qui va accepter qu'il n'y ait pas une mesure au moins pour que le chemin du lac Sainte-Rose puisse tenir le printemps prochain. Personne. Écoutez, votre solution est la mienne parce qu'actuellement, on a parlé à tous les ministères, un après l'autre, tous en même temps, à différentes reprises, et on n'est pas les décideurs dans le dossier. Donc, Je comprends, mais vous avez c'est ça. des moyens de pression que vous pouvez appliquer sur la MTQ. Vous pouvez rencontrer les décidants. Et si vous avez besoin de notre appui, on va le faire. là. Qu'est-ce que ça prend pour que ça On a bouge? déposé la pétition qu'on a reçue, ils l'ont. Fait que, tu sais, ils le savent, là. Ils savent ce qui s'en vient, ils savent comment on a parlé aux citoyens, comment. Mais à un moment donné, je vois mal les pressions que vous me demandez de faire au MTQ, entre autres. Moi, comme citoyen, je ne peux pas aller cogner à la porte du MTQ. Par contre, je vais mettre de la pression sur mes représentants municipaux c'est ce qu'on pour fait déjà, faire le monsieur. travail, parce qu'il y a un travail à faire qui ne se fait pas. C'est ce qu'on fait déjà. C'est pas qu'il se fait pas, là. On leur parle à toutes les semaines. Bonjour, moi c'est Roger.
propriétaire camping Mastigouche depuis 54 ans. Puis là, ça fait 2 ans que j'ai 70 roulottes inondées, puis que ça s'est jamais vu dans 54 ans. Fait que là, vous êtes en train de perdre la clientèle qui vient magasiner chez Bonichois, qui prennent du gaz, Je trouve ça de valeur parce que là, j'ai comme une perte financière qui est pas résolue parce que l'année passée, elle a monté en dessous des chaussées de chambre de bain. Cette année, elle a monté 16 pouces plus bas. C'est quelque chose, là. 2 ans en ligne, là, que j'ai jamais vu ça dans 54 ans, là, en tant que propriétaire d'un camping, là. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais rajouter un dernier point. Mme Delphine, tantôt, a voulu moduler mes propos en disant qu'on avait un coup d'eau là, dans la région. Je ne modulerai pas les propos, puis je ne veux pas me faire moduler parce que les statistiques scientifiques sont là. On a le barrage qui a lâché 2 fois en 2 ans de façon historique. Je dis le barrage, le chemin au lac Sainte-Rose, la digue que j'appelle, elle a lâché 2 fois. On a eu 2 coups d'eau historiques l'année passée, je comprends. Il y avait une situation particulière. Cette année, c'était vraiment sous les conditions particulières. Et l'année prochaine, je ne m'attends pas à ce que ça arrive. Il y a des gens présentement qui ont fait une reconstruction, comme j'ai dit, qui n'a pas été bien faite. Il y a des responsables de ça. Puis Agir Masquinongé, je vous le dis, c'est une instance aussi qui est gérée et entourée par les agents municipaux, les agriculteurs de la région, puis aussi des instances communautaires. Ça reste que c'est pas Agir Masquinongé, c'est pas une instance citoyenne. Puis je vous le dis, Monsieur le maire, il est temps d'agir. Vous avez un concept, Agir Masquinongé, bien, c'est le temps d'agir, parce que je ne pense pas que vous allez être réélu là, si on continue dans cette même direction-là, puisqu'on se fait tout réinonder encore l'année prochaine. Merci beaucoup. André Bourgeois, résident de la 28e, fait plusieurs années qu'on est coincé d'une douzaine de propriétaires à cause de l'inondation sur le chemin. C'est un chemin public. Est-ce que vous comptez intervenir à cet endroit? On est devant où se coupe la rue, c'est justement dans une zone humide. On est très limité dans nos options, Mme Bourgeois, parce que techniquement, le ministère de l'Environnement ne nous permet pas de remblayer pour monter le chemin. Ça nous prendrait la bénédiction du ministère de l'Environnement et puis on nous dit que les chances qu'ils acceptent sont non existantes. Donc, on n'a pas d'oreilles qui nous écoutent, là. Quand on parle aux gens des ministères, ils disent carrément le monde ne devrait pas être construit dans des zones inondables. Je comprends tout à fait ce que vous nous dites, mais c'est un chemin public, c'est pour notre sécurité. On doit actuellement passer sur un terrain privé pour sortir de là. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Il y aurait quand même des possibilités là, au niveau de notre sécurité. Si ça va toujours être comme ça, là. C'est à tous les ans. Oui. Ce que je peux faire, Audrey, si on va regarder spécifiquement, voir un ponceau plus gros, je ne sais pas, je ne connais pas ça, là, mais... Oh, oui. Ou une alternative, passer ailleurs. Votre adresse sur la 28e, madame? 670. 670. On est au bout de la 28e. On peut puis regarder... on passe actuellement chez M. Stéphane Baudin. On est à peu près une douzaine de propriétaires. On est mal pris à tout coup. On stationne sur Alain, en haut. Mais c'est pas sécuritaire. Puis on doit toujours demander la permission de passer sur le terrain privé. Parce que sinon, on reste encavé là. Oui. Puis l'année passée, bien, je sais que c'était exceptionnel, mais on était obligé de venir pomper l'eau parce que l'eau n'évacuait pas, était pris là. Oui. Fait qu'il y a vraiment une problématique particulière. Je comprends qu'ailleurs aussi, là, mais il faut agir parce que, comme je disais, monsieur, il faut agir. On va regarder spécifiquement la 28e. Parce que là, M. Baudin nous permet de passer, là, mais la journée qui ne nous permet pas de passer, on ne peut pas sortir du tout. Là. Puis c'est récurrent. C'est pas juste cette année. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Oui, puis je veux pas prédire le futur, mais
je garantirai pas que ça ne se reproduira pas. Non, mais j'ai compris tout à fait les explications. Là. Sauf que c'est quand même un chemin public, celui-là. Oui. D'accord, merci. C'est bon. Simon Leduc, on a entendu beaucoup d'explications techniques, Delphine, là, avec Agir Masquinongé, mais il y a un aspect qui est tenu complètement à l'écart du dossier. C'est que l'administration municipale, c'est une justice de proximité. Ça fait que c'est le citoyen qui va donner des coups de marteau sur la justice de proximité. Mais quand on a écouté les explications de la directrice générale, elle nous dit ce qu'elle peut faire. La municipalité, c'est une créature du gouvernement du Québec. C'est dans la Constitution de 1867. D'un coup de crayon, le Parlement de Québec peut effacer la municipalité de Mandeville. J'ai pas entendu personne vouloir aller taper sur la députée du comté de Berthier, qui est la représentante du gouvernement provincial qu'on a réélu à la très large majorité, qui est la ministre du Tourisme par-dessus le marché. Qu'est-ce qui est fait au niveau de ce palier de gouvernement-là, provincial, parce que la municipalité, là, je le sais, là, d'un point de vue légal, puis je pense que c'est là-dessus que je me penche ces temps-ci, fait ce que le gouvernement de Québec lui dit qu'elle peut faire. Fait que là, moi, comme citoyen, j'entends qu'il y a des démarches qui sont longues, Madame la directrice générale, puis c'est normal, et vous devez vous y plier. C'est pas quelque chose que vous avez hâte de dire aux citoyens, parce qu'eux, ils vont être encore dans l'eau l'année prochaine, mais je vous le dis, le pouvoir décisionnel là-dessus est à Québec. Donc, avec mes concitoyens, avec le conseil municipal, il faudrait peut-être des fois qu'on cogne sur le bon clou, parce qu'il y en a plusieurs. Là, il y en a un qui est enfoncé, là, puis il y en a d'autres qu'on touche jamais. Fait que soyons pragmatiques, soyons logiques dans nos actions citoyennes, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais savoir, là, Madame de l'Église, tantôt, vous avez fait une belle présentation intéressante. Est-ce que dans tout ça, les causes ont été établies pour la crue plus importante cette année au lac Rose par rapport aux années précédentes? Là, on parle de plus de 48 heures qu'on a reçu ce printemps, mais ce n'est pas exceptionnel. Le réchauffement climatique nous a montré aussi cette année qu'on a eu une neige moins abondante, beaucoup moins de neige. Je suis motoneigiste, on a fait de la motoneige sur la roche tout l'hiver. C'est quoi l'explication là, pour qu'on ait eu une crue aussi importante ce printemps? Bon, vous comprenez que je vais être très limitée dans mes explications parce que moi, je n'ai pas d'explication définitive. Clairement, là, ce que disent les gens qui sont en hydrologie, là, par exemple au centre d'expertise hydrique, c'est que oui, on avait moins de neige que l'an dernier, mais ça a vraiment fondu d'un seul coup. Il y a eu la conjonction de la pluie, de la neige et du réchauffement en température. Et puis, oui, là, c'est certain que ici, là, toute la neige avait fondu, mais probablement que dans le bois, il y en avait plus que ce qu'on anticipait. Nous-mêmes, on a été surpris, là. On pensait qu'il y en avait, que ça allait être plus tranquille, là, cette année, et ça n'a pas été le cas. Mais ça n'a pas été le cas ici, ça n'a pas été le cas dans la Rivière-Noire, ça n'a pas été le cas à Saint-Côme, ça n'a pas été le cas nulle part dans la région, là. Fait que c'est pas propre au lac Sainte-Rose que la crue a été violente cette année. Ce qu'il faut dire, là, c'est que, comme je le disais tantôt, le volume d'eau qui est descendu était moins important que cette année. Justement parce que, comme vous le dites, il y avait moins de neige que l'an dernier, notamment. Donc, au lac Masquinongé, on n'a pas vu la montée d'eau qu'on a vécue l'an dernier parce que la quantité d'eau qui est arrivée était moindre. Par contre, on a eu comme un flush rapide dans la rivière et c'est ça qui a fait monter la rivière d'un seul coup. Mais je vous dirais que le chemin du lac Sainte-Rose est parti 2 fois. Le barrage de la crique à David à Saint-Damien est parti pour la 2e année de suite aussi, là. Donc, le phénomène, là, il est pas propre à Mandeville, là. Il a été régional et il est lié à l'hydrologie dans la région, là, pas juste au lac Sainte-Rose. Puis ça, c'est important là, d'aller voir un petit peu ce qui se passe autour parce que des fois, on regarde ce qui se passe juste autour de chez nous, là, mais il faut le regarder à une échelle plus large pour se rendre compte que le phénomène, là, il n'est pas propre à Mandeville ou au lac Sainte-Rose.
Donc voilà ce que moi je peux vous dire, puis ce qui est mon explication là dans la mesure de mes connaissances. Sûrement là que des gens qui travaillent plus en hydrologie seraient en mesure de vous en dire plus là-dessus. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est plutôt un commentaire ou même une suggestion, parce que ce que je comprends, c'est que le maximum des problèmes, ils viennent du MTQ. Puis le MTQ, ben, ils dorment sur la switch, pas à peu près. Ça fait que je suggère à tout le monde ici présent, puis tous ceux qui ne sont pas là, qui ont eu des problèmes l'an passé puis cette année, de faire un recours collectif contre le MTQ. Ça pourrait peut-être les réveiller. Et ça, ce serait, vous faites de la pression, ce serait peut-être une façon pour les citoyens de faire de la pression sur le MTQ. C'est ma suggestion. C'est bon. Dans la question, moi, c'est par rapport à la loi sur les mesures d'urgence. Dans le fond, quand vous avez déclaré la loi sur les mesures d'urgence à la municipalité, là, je pense qu'il y a eu une situation comme ça qui s'est produite cette année. Il y a un des pouvoirs qui vous donne, c'est le pouvoir numéro 6, qui vous donne le pouvoir de faire les dépenses et conclure les contrats nécessaires pour adresser la situation. Oui. Est-ce que ça aurait pu être une option, justement, de régler la problématique qu'on parlait tantôt, qu'il faut attendre après tout le monde pour faire une solution, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu agir plus rapidement avec ce pouvoir-là entre les mains? Ce qu'il faut savoir, c'est que la première déclaration des mesures d'urgence, elle dure 48 heures. Et pour pouvoir la poursuivre, il faut que les gens soient encore en danger de vie, ce qui n'était plus le cas cette année. Donc, on n'a pas pu reconduire les mesures d'urgence, ce qui fait qu'on perd le pouvoir de pouvoir, je m'excuse, de pouvoir intervenir immédiatement. Fait que j'en avais déjà parlé avec un citoyen de l'association du Lac-Sainte-Rose, entre autres. Merci. Les sacs de sable sont-ils disponibles maintenant? Oui. Je ne sais pas, mais peut-être que vous pourriez aller voir, mais oui, il y en a. Oui, je vous confirme que oui, les sacs de sable sont toujours disponibles. On va passer à la séance. Oh, une dernière question? OK. Bonjour. Pierre Duhamel au Lac-Sainte-Rose. Ma question, vous avez parlé des 2 propriétaires proches du pont. Oui. Est-ce que ces propriétaires-là ont été contactés officiellement? On a contacté le propriétaire l'an passé parce que pour faire les travaux qu'on a fait l'an passé, on était carrément chez lui. Là. Donc, on a eu sa permission de faire les travaux qu'on a fait. J'ai personnellement parlé avec un des propriétaires. Je n'ai pas rejoint l'autre encore. Je ne m'attends pas à de grosses contraintes. Ils comprennent la dynamique et puis ils comprennent que il faut que la municipalité soit propriétaire avant de pouvoir entamer des travaux. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de complexité de ce côté-là. Parce que vous avez brandi la possibilité d'une expropriation. On n'est pas rendu là. Non. Mais est-ce que vous avez contacté officiellement ces gens-là? J'ai pas parlé à un des propriétaires, j'ai parlé à l'autre. Mais il y a des lettres qui ont été envoyées leur demandant leur non, il n'y a pas de lettre encore qui a été envoyée. La communication a été verbale avec un des propriétaires. OK. Mon deuxième point, les sacs de sable, je pense qu'à un moment donné, il y a eu un communiqué comme quoi il y avait des sacs de sable disponibles, mais le chemin était déjà parti. Donc, je pense que c'était la réalité pour bien des gens. Là. Les sacs de sable, ils étaient là, mais on ne pouvait pas les atteindre. Est-ce que dès cet été, il pourrait y avoir un camion qui circulerait autour du Lac-Sainte-Rose pour distribuer les sacs de sable pour être mieux préparé l'année prochaine? On va en discuter au prochain caucus. C'est définitivement une chose qu'on pourrait faire cet été. Au lieu d'avoir 200 citoyens qui descendent à Mondeville, mais si on distribue les sacs, là, je pense que ça serait pas mal plus productif. Puis, troisièmement, j'appuie complètement l'idée que la députée, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas ici. Puis je pense que ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme citoyens, pour vous aider dans vos représentations? J'aimais bien la suggestion du monsieur qui disait que refaire un recours collectif contre le ministère des Transports, c'est de quoi que j'encouragerais. Ça nous aiderait énormément. On a une avant-primeur. Tu permets que je leur fasse la petite surprise? On a eu la confirmation que la rue des Jardins va se faire. Ah, merci. Mais on parle d'un projet qui
ça fait au-delà de 10 ans là, pour le ministère des Transports. Donc, on comprend que c'est pas quelque chose, c'est pas un département qui bouge vite, 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 vite. Donc, c'est une dernière question, André? Je ne sais pas si ce serait possible de faire un peu de ménage aussi dans la rivière Mastigouche. Les arbres couchés à terre, les arbres partout qui traînent. C'est plein de choses qu'on voit là, qui peuvent empêcher l'eau de circuler puis de s'en aller, comme si on ferait un barrage. C'est sûr que ça arrête, mais je ne sais pas s'il y aurait moyen de voir pour être capable de faire je sais pas, trouver le moyen d'envoyer des gens là-dedans pour ramasser les arbres qui sont morts, qui font un barrage comme pour empêcher l'eau de circuler. C'est sûr que ça a un effet retardateur sur la circulation de l'eau. Fait qu'on on en discute avec la boirie. Parce que c'est sûr, le but de ça, c'est de trouver une solution à tout ça. Là. Il y a quelque chose qui se passe, puis il faut trouver une solution. C'est pas normal qu'il tombe 60 mm d'eau, que là, tout le monde, que la rivière Mastigouche monte de 25 pieds. Il y a quelque chose qui est anormal là-dedans. Là. Oui. Il faut trouver une solution. Là. Oui. Merci. Hop, une dernière question. Dernière. Au sujet que monsieur vient juste de parler pour les arbres dans l'eau. Oui. Ça serait bon si on pourrait les enlever au printemps et non attendre à l'automne quand l'eau est plus haute. Parce que nous autres, là, au lac Mandeville, c'est ça qui est arrivé. Oui. Je crois que c'est Mme Delphine, je crois. Non. Non, mais c'est, on est allé enlever les arbres. Oui, je sais. Dans la rivière oui, mais Mandeville. sauf que vous avez fait une meilleure job si vous avez été au printemps, au lieu d'attendre que la madame de MRC, je ne me souviens plus de son nom, là. Voyons. Je sais pas, là. Elle était allée avec Charles. C'est quoi son. Voyons. Ben, il n'y en a pas gros, là. C'est ça. Ils ont été dit qu'on ne pouvait pas enlever les arbres parce que, au printemps parce qu'il y avait des feuilles dedans. Mais ces arbres-là, là, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'eau, ça fait longtemps qu'ils sont morts, c'est des branches. Fait que je ne vois pas de nécessité d'attendre jusqu'à l'automne, où que l'eau est plus haute, d'enlever quelque chose que tu peux facilement enlever quand l'eau est basse. Ce que je te dirais, Philippe, par contre, c'est que pour les feuillus, c'est jamais recommandé de couper les branches au printemps. Parce Ben oui, mais que ils sont c'est là dans que la sève l'eau. monte. Ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau, ça fait des années qu'ils sont dans l'eau. Ils sont déjà morts? Ben, ils sont morts. Ils sont morts. Ouais. C'est pas des arbres qu'on veut couper, là. C'est qu'est-ce qu'il y a déjà dans l'eau qui sont morts, qui sont. Tu sais, puis même si on attend à l'automne pour les enlever, qu'il y ait des feuilles ou pas, faut que tu les enlèves pareil. Oui. Fait que c'est quoi le but, là? Tu sais? Faut juste, au moins, pas attendre que l'eau baisse au printemps. Là. C'est pas, probablement Oui, mais comme en préférable été, là. Tu sais, comme en été, mais pas attendre en automne quand que les pluies arrivent, tout ça, puis l'eau est rendue, le niveau d'eau est rendu plus haut. Oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, si tu veux ébrancher des arbres vivants, c'est pas l'idéal de le faire au printemps. Non, ça, je sais, mais les arbres sont dans l'eau et sont morts. Fait que, c'est bon. La logique n'est pas là. Bon. Il y a une autre affaire, j'aimerais savoir. Votre ingénieur Oui. qui a fait Stéphane, oui. Stéphane Allard? Oui. OK. Oh, tabarnouche. OK, là, c'est vrai que c'est la dernière, là. Oui, monsieur. Oui. M'a baissé le micro, je suis moins grand que lui. Comme son ponceau à monsieur... comment il s'appelle? Alors? Non, pas alors. Morin. Oui. T'as allé poser. Bien, c'est dans ça aussi, l'inondation. On est inondé par rapport de son petit ponceau. Excusez le mot, là. Oui. T'as allé photographier à cause. Tu vois, là, t'as 100 pieds de large bassette, puis l'autre bord, t'as à peu près 25 pieds de large d'eau. Ça bloque, là. Puis vous avez voulu la faire monter, lui, puis il n'a pas voulu. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça, là. Cette année, on n'a pas eu d'eau. On a eu de l'eau dans le champ un peu, là, par rapport à son calique de ponceau.
faut faire de quoi avant que ce soit comme Au lac au Saint-Rose. Lacrosse puis les autres. Ça, OK. c'est très, très important, ça. On en a pris note. OK, monsieur. Merci. Maintenant, on va commencer la séance